Donc, bienvenue à vous pour cette conférence de presse, bienvenue également à ceux qui nous suivent sur Zoom et puis bienvenue aussi au public exceptionnellement présent aujourd'hui. Il s'agit donc d'une conférence de presse, par conséquent seuls les journalistes seront invités à poser des questions. Jérémy, forcément on va refaire un peu le tour de ces 74 jours de course. Ce n'est pas forcément la place que tu venais chercher, quoi qu'il arrive, ça reste quand même une très belle course. Une très belle 4e place. Ouais, c'est une belle c'est une très belle course, oui, ça c'est sûr. C'est une course qui se mérite pour être au départ déjà, mais surtout pour être à l'arrivée, et surtout quand on a envie de faire les choses bien et quand on a envie de laisser le maximum de concurrents derrière. Donc en l'occurrence, il y en a 3 devant. Donc c'est que ces 3-là ont été meilleurs. L'idée, c'est pas de chercher d'excuses. Et avant toute chose, je tiens à les féliciter. À féliciter Seb Simon pour cette 3e place. J'avais mis dans mes petits favoris, dans mes outsiders avec une grosse cote parce qu'il navigue très bien et qu'il a connu quelques déboires il y a peu de temps et voilà, du coup c'est récompensé par un beau podium pour lui. Il a su pousser fort par moment, il a su gérer derrière avec son foil cassé. Donc voilà, c'est vraiment génial qu'il puisse être sur le podium. Un grand bravo à Johan dont tout le monde connaît le talent et qui avait un super package avec son bateau et qui jusqu'au bout a donné du fil à retordre à Charlie et puis surtout Charlie. Voilà, ça m'a manqué de me bagarrer avec lui et j'avais pris goût à ça. Et cette fois-ci, j'en ai été privé, mais j'ai pas été privé du spectacle qu'il nous a donné. Et c'est une fois de plus une copie, un quasi 20 sur 20 de sa part. Et c'est un grand marin, c'est un ragatier XXL. Et il sait mettre les choses bout à bout, il sait faire les bons choix au bon moment, il sait s'entourer, il sait gérer. Il a su le faire sur le dernier Vendée et sur plein de transats. Il en a remporté certains. Il a passé en tête la ligne d'arrivée sur le dernier Vendée, mais il n'avait pas gagné le Vendée. Là, il revient et il gagne le Vendée. C'est une prestation magistrale. Donc un grand bravo à lui. Alors tu parles évidemment des 3 premiers qui nous ont offert du spectacle, mais toi aussi tu nous as offert du spectacle parce que cette course, pendant ces 74 jours, elle ne t'a laissé aucun répit, même jusque sur la ligne d'arrivée où rien n'a été simple finalement. Ouais, exactement. La ligne d'arrivée, les derniers jours ont été vraiment à l'image de tout le tour en fait, quoi. Donc juste franchir la ligne d'arrivée hier... Passer le Cap Finistère, ça paraît anodin. Le Cap Finistère, j'ai dû le passer des centaines de fois, quoi. Et ben non, passer le Cap Finistère, passer entre le DST et Cap Finistère, ça a été juste la guerre. Ça a été la guerre 50 000 avant la ligne d'arrivée. Trouver la ligne, passer la ligne. Je passais la ligne sous grand voile seul, c'était jamais arrivé de ma vie. Donc voilà, mais ces quelques jours-là ou ces quelques heures-là sont vraiment à l'image de tout le déroulé de ma course depuis l'océan Indien où les phénomènes se sont pas enchaînés comme je l'espérais et puis souvent aussi comme c'était prévu, quoi. Et ça c'est plus difficile parce que ça te met des casse-têtes des casse-têtes intellectuelles qu'il faut arriver à gérer, quoi. Quand tout est fluide, quand t'as accroché les bons systèmes et que du coup la météo et les prévisions sont aussi bien calées, bah, tout est beaucoup plus facile, quoi. Et sauf que quand ça commence à être des situations de blocage, bah, toi t'es bloqué et puis mais les prévisions météo le sont aussi. Elles pédalent dans la semoule en fait. Et toi t'es tributaire de ça et t'es obligé de faire avec. Et c'est un vrai casse-tête. Alors dans mon malheur, ce qui était assez sympa, c'est qu'il y avait du monde autour et que ça a créé une belle bagarre dans des conditions assez incertaines. Et face à des compétiteurs aux dents longues et avec un talent et des bateaux assez exceptionnels. Donc Paul Meillat, Nico Lunven, Sam Goodchild qui a fait, je pense que, je ne sais pas si on l'a assez souligné, mais ce qu'il vient de faire avec sa grand voile, c'est
c'est juste un tour de magie. Donc j'espère que ça va aller au bout. Thomas Ruyant, Justine qui fait un Vendée de dingue, et arriver à sortir en tête dans ces conditions-là de météo incertaine, où tu n'arrives jamais à créer d'écart, où tu n'arrives jamais à prévoir ce qui va se passer. Arriver à être en tête de ce petit groupe-là et arriver à tenir là sur les derniers jours, c'était un gros challenge. Un challenge réussi, et rien que pour ça, je crois qu'on peut encore l'applaudir. Jérémy Bayou. Parce qu'effectivement, tu as joué toujours avec ces groupes, jamais seul finalement. C'est quoi? Ça met toujours de la pression ou finalement c'est presque rassurant d'être toujours accompagné? Ouais, c'est motivant, mais c'est fatigant aussi, quoi. C'est fatigant. Des fois, tu te dis, ouais, allez, je suis en tête, ça va bien se mettre derrière, et puis tu vas leur mettre juste, allez, 10 000, 20 000, quoi. Tu ne demandes pas plus, quoi. Juste qu'ils disparaissent à l'AIS, quoi. Et avec Sam, c'était ça, quoi. Avec Nico aussi. Je dis, il a disparu à l'AIS. Donc là, tu vois, allez, vas-y, continue sur ta cadence, et puis tu le reverras plus, quoi. Non, et puis tu vas dormir 1 heure, et puis bim, signé à l'AIS, Nico Lunven. Et faut remettre, quoi. Faut remettre du charbon. Et voilà, pendant 1 mois et demi, quoi, comme ça, quoi. Et je pense qu'ils diront exactement la même chose. C'est ultra intense. Alors le mot intense, on peut le définir de différentes façons, hein. C'est intense et c'est sympa, mais c'est intense et c'est fatigant aussi, quoi. Oui, c'est ça. C'est le podium, en tout cas, de l'intensité, de la souffrance aussi. Ouais, cette course la mérite. Alors après, j'étais pas dans le groupe de devant. Ils ont mené une sacrée bagarre entre Johan et Charlie. On n'est pas là pour comparer les courses. J'aurais adoré. Ce que j'aurais adoré, c'est que les deux, les trois avec Seb, on reste dans les mêmes systèmes météo, et que cette bagarre-là, en plus de l'avoir avec les marins d'exception que sont Paul, Thomas, Justine, j'ai oublié tellement ils sont nombreux, Boris, qui en plus qui est Charlie, Johan et Seb. Là, ça aurait été vraiment sympa. Et là, ça aurait été vraiment une solitaire du Figaro à échelle planétaire. Je sais pas comment on serait ressorti de cette affaire-là, parce que déjà, je suis pas en bon état, mon bateau non plus. Mais ça aurait été hyper intéressant de les voir dans la mêlée aussi, les trois là. Mais on aura d'autres occasions. Forcément. Alors on va revenir aussi et surtout sur toi et cette 4e place. Est-ce que malgré toutes les galères, malgré toutes ces vidéos où on a senti que c'était difficile, est-ce que tu as quand même pris du plaisir pendant ces 74 jours de course? Ouais, ce qui est difficile à transmettre, c'est que c'est vraiment une caisse de résonance, un IMOCA au sens propre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça tape, ça résonne et ça fait mal. Ça fait mal dans les entrailles parce que tu te demandes comment ça va tenir. Et puis c'est une caisse de résonance de tes émotions aussi, quoi. Et t'es tout seul face à toi-même pour les gérer. Et ton petit monde, il se résume à ça, il se résume à ton bateau et ta performance. Et les petites péripéties qui arrivent autour, qui sont au final, quand tu prends un peu de recul, des petites péripéties. Mais quand tu as le nez dedans, qui sont des catastrophes insurmontables. Donc, toute la problématique de ces courses-là, elle est mentale, en fait, quoi. Comment tu vas réussir à gérer ça? Et si tu n'arrives pas à le gérer, comment tu vas réussir à le reporter, à le mettre de côté, à vivre avec? Voilà, ça peut paraître totalement disproportionné, en fait, nos réactions, mais c'est notre monde, en fait, quoi. Il y a largement pire dans la vie, quoi. Mais nous, on voit pas ça, en fait. On est dans notre sport, dans notre compétition qui dure 3 mois, sans stop, sans pause, sans parenthèse. Et du coup, la moindre petit truc peut prendre des proportions assez compliquées à gérer. Et voilà. Et comme on essaye de faire vivre notre course au maximum, chacun avec ses moyens, chacun avec ses talents, qui est pas mon talent numéro 1, je l'avoue, mais ben voilà, des fois ça fait 10 vidéos, on a l'impression que c'est la fin du monde. Ouais. Mais ne t'excuse pas d'avoir partagé ta souffrance, Jérémy. Alors il s'agit d'une conférence de presse, par conséquent, chers journalistes, vous allez être invités évidemment à poser vos questions. Un micro va circuler. On a aussi les journalistes en Zoom qui auraient peut-être des questions pour Jérémy Bayou. Oui.
Salut Jérém. François Dastier de l'AFP. Félicitations. Le cut pour toi, il s'est fait dans l'océan Indien, au nord des Kerguelen. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as tenté de t'accrocher à Johan qui a réussi à reprendre le wagon? Enfin, détailler un petit peu ces 2-3 jours qui ont été clés dans ton parcours. Ouais, en fait, Charlie, on sort ensemble du poteau noir, et puis il arrive à accélérer, et puis j'ai pas réussi à accrocher. Il y avait un petit truc en plus en carbu. Moi, je me suis retrouvé avec un problème physique au genou qui a peut-être aussi fait que j'étais peut-être pas au maximum de mon potentiel. Et donc, il prend, je sais pas, 100, 150 000 d'avance. Et après, on arrive à revenir un peu sur lui. Et je pense qu'à l'abord de cette grosse dépression, il a 80 000 d'avance, un truc comme ça. Et je pense que l'idée de tout le monde, qui est l'idée qu'il a réussi à mettre en pratique, et qui était mon idée, c'était d'arriver à passer sous la dépression et puis de jouer avec le centre et de réguler comme ça la force du vent. Il y avait moins de mer dans le sud en plus. Et en fait, on navigue à vue avec Nico Lundven tous les deux. Et à un moment, on va pour faire notre dernier tribord et empanner pour arriver à s'enfiler sous la dépression. Et en fait, le dernier tribord, il la donne. Et on est obligé d'empanner, et l'empannage, il nous fait faire du nord-est, et c'était fini en fait, quoi. Et on n'a pas réussi à accrocher la bascule, où elle s'est décalée de quelques dizaines de milles, un peu trop tôt, la DEP, et on n'a pas réussi à passer dessous. Et derrière, on est obligé de passer dans le nord. À un moment, tu es bloqué, comme tu as la ZEA, tu ne peux pas contourner plus sud. Donc du coup, tu es obligé de remonter nord. Et le problème, c'est que remonter nord, ça faisait remonter très nord, sinon on était dans 60 nœuds, 10 mètres. Donc on a fait le grand tour par le nord. Johan, lui, il a fait un truc un peu intermédiaire, il était décalé un peu dessous. Et ce qui nous tue, c'est pas tant de faire le tour de la dépression par le nord, effectivement, c'est que derrière, en fait, nous, on prend la dorsale, que Johan, lui, sous laquelle Johan arrive à se faufiler à pas grand-chose, en fait, quoi. Et là encore, avec Nico, ça se joue à pas grand-chose, qu'on accroche le bon flux. Le vent, il a donné, refusé quand on était au reaching au-dessus. Et Johan, lui, il a réussi à glisser, pas nous, on s'est fait croquer. Et là, on a pris cher, et le cut, il est fait là, quoi. Et après, après, tu te dis, bon, allez, là, ça va faire 500 000 mini. Donc, tu prends sur toi, tu te dis, de toute façon, il reste tout le Pacifique. Et puis, le Pacifique, ça part. Tu dis, bon, tu reprends sur toi, ça fait 1000 plus, 1005. Tu dis, bon, il va rester tout l'Atlantique. L'Atlantique, c'est pareil, ça a bloqué. Et voilà, souvent, tu te dis, un battement d'aile de papillon à l'autre côté de la planète, ça crée une tempête à l'opposé. C'est vraiment ça, en fait. Ça joue à rien et tu sais pas pourquoi. Et ça tue, hein, honnêtement. Mais tu peux rien, en fait. Tu peux rien. Ouais. Ouais, Jérémy, bonjour. Encore lui. Encore moi, ouais. Je ne peux pas te lâcher comme ça. Heureusement que tu es là. Est-ce que tu peux t'as pas beaucoup communiqué en général, mais encore moins sur tout ce que tu as eu comme avarie technique, ennui, etc. J'ai cru capter tout à l'heure une petite discussion avec Paul. Tu parlais de tes foils, le calage de tes foils. Enfin, est-ce que tu as eu beaucoup de choses comme ça? Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'accastillage qui a pété pendant ce Vendée Globe et que finalement, vous passez 4 ans à préparer des bateaux et puis il y a des pièces parfois un peu anodines qui pètent. Est-ce que tu as connu ça aussi? Oui, d'entrée de jeu, ouais. D'entrée de jeu, j'ai eu à la fois beaucoup de problèmes d'accastillage et d'électronique. D'entrée de jeu, des problèmes de capteurs d'électronique. Donc c'est problématique quand tu n'as plus de vent. J'avais une girouette sur 4 au final pour finir. Et des problèmes d'accastillage aussi sur des pièces basiques, comme on peut dire, effectivement, des galettes d'enrouleur, des hooks, des vérins, voilà, donc beaucoup de problèmes mécaniques qui ne devraient pas exister et qu'on devrait être capable d'arriver à mieux dimensionner. Donc c'est un sujet. Donc après, quand tu es en mer, c'est pas toi qui va calculer, c'est pas toi qui va usiner, tu peux rien faire en fait, tu es juste spectateur du truc, quoi. Quelque part, quand tu as un problème composite, tu as du composite, tu peux laminer, quoi. Quand ta pièce en titane ou en inox, elle se pète en deux, tu n'as pas t'as ni l'outil ni le matériau pour faire quoi que ce soit, donc soit tu as du spare et ça se passe bien,
soit tu fais avec les moyens du bord et c'est plus compliqué. Donc ça m'a pas empêché de finir la course, mais ça m'a assez lourdement handicapé sur pas mal de choix de voile, notamment en fait, quoi. Voilà. Donc voilà, ouais, on met 4 ans à préparer les bateaux, mais c'est des sujets, les sujets de la dynamique sur le bateau restent toujours compliqués à gérer, même si on enregistre les données, on a l'impression qu'on passe au travers de certaines mesures et certains pics, ou dans l'utilisation de contraintes sur des pièces qu'on n'arrive pas encore à suffisamment maîtriser, ou d'usure et de cycle d'usure sur certaines pièces. Donc voilà, plus on va en faire, plus on va naviguer, plus on va faire des Vendée Globe, plus on casse un truc, mais plus on comprendra, j'espère. Il y a des trucs, c'est sûr que j'ai été fâché, ouais. J'étais fâché. Et t'es que spectateur, donc c'est un peu compliqué. Voilà, encore une fois, après, c'est des machines à laver, quoi. Ces bateaux-là, et quand tu mets le tambour à 1000 tours minute dans des mers croisées, parce que c'est les conditions qu'on a rencontrées pendant tout ce groupe-là, ben on a des avaries qui sont peut-être pas apparues sur les bateaux de tête, ou qui seraient peut-être apparus quelques jours plus tard, quoi. Donc on reste à la limite sur beaucoup de choses, c'est sûr. Et voilà, c'est malheureux parce que pour certains, ça va créer un dématage et c'est un abandon. Pour d'autres, ça va polluer toute la course. Et puis pour certains, ça va passer à ça, mais ça va passer. Ça reste un sport mécanique avec tout ce que ça comporte de joie et de déception. Le pilote automatique, puisqu'on parlait aussi des avaries, ça t'a posé problème aussi pendant la course. Et en presque fait, dès le début, rapidement. Ouais, j'ai réussi à gérer, en fait, à jongler entre les deux. Donc, en fait, c'est pas que ça pose problème directement dans la performance, mais psychologiquement, tu as cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Tu sais que si le pilote il fait une sortie de route, c'est de la casse inévitable, quoi. C'est des lattes, c'est une grand voile, c'est la rotte de mât, c'est un hook, voilà. Donc tu dors pas bien quand tu sais que tes pilotes sont pas en forme. C'est compliqué à gérer maintenant. Voilà, chacun a eu son lot pour arriver à sortir vainqueur de cette course-là. Je pense que Charlie, il a eu moins d'avaries que nous. Peut-être qu'il a eu des conditions différentes, mais il a eu moins d'avaries. Il a eu des meilleures conditions. Il a fait les bons choix. Il a été vite. Il faut que toutes les planètes s'alignent. Donc voilà, il est premier, je suis quatrième, donc c'est une autre histoire. C'est que la copie, elle est pas parfaite, et qu'il va falloir, il va falloir continuer à travailler, il va falloir continuer à progresser, c'est tout. Elle est différente, effectivement, la copie. Une question. J'ai une autre question qui est une course dans la course, parce que quasiment jusqu'à la remontée au Brésil, votre trace avec Nico Lundven, elle se superpose quasiment. Vous n'êtes pas lâché, c'est assez étonnant. Est-ce que vous parliez? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Pourquoi vous faisiez exactement les mêmes choix au même moment? Ouais, on se parle entre coureurs, on échange sur les conditions difficiles à venir, sur l'état des bateaux, sur les casses, on essaie de s'entraider ou quoi. Après, en termes de stratégie, c'est la météo qui décide, en fait, quoi. C'est que tu fais avec ça donne, t'en panne, ça refuse, tu vires, quoi. C'est de la gestion météo classique et basique, et d'autant plus que quand les phénomènes sont mal prédits, tu peux pas vraiment optionner, tu vas vraiment limiter ta prise de risque. Donc tu vas jouer avec le vent que tu as, et tu vas faire à de refus, et puis à un moment, quand tu es dans les mêmes conditions, ça fait des trajectoires qui sont calquées. Il y a eu le seul moment où on a eu, je pense, la possibilité d'optionner différemment, c'est avant le Brésil, là, avant Cabo Frio. Et là, j'ai hésité toute la journée. J'ai loffé 20 minutes, j'abattais, je refaisais mes calculs. Et justement, à un moment, en ayant un peu du mal à me décrocher aussi de la dynamique que j'avais avec lui, parce que lui s'était engagé dans une route nord-est, pardon. Et puis au final, j'ai fini par décider de partir. Et c'est le seul moment où il y a eu une décision différente, mais aussi parce qu'il y avait un petit peu d'écart. Il était un petit peu en avance aussi. Donc l'option que j'ai eue moi, je pense qu'elle s'offrait pas à lui, en fait. Et il s'est fait piéger là-dedans, comme Polo d'ailleurs. Et ça veut bien dire que
dans notre course, c'était jamais bon d'être premier en fait. Il valait mieux toujours être un peu en retrait et le premier buter dans le phénomène et toi tu contournais derrière quoi. Donc le seul moment où, au final j'ai réussi à être offensif, c'est quand je suis repassé derrière ces deux-là. Et voilà, juste là, à l'arrivée, la gestion de la dernière prune, j'ai réussi à bien accélérer, à rester un peu devant la DEP et pour une fois, ça a commencé à payer d'être devant, mais sinon il valait mieux être derrière. Ouais. On voit bien le retour du groupe de comment il s'appelle, Guyot et l'Occitane. Ils étaient, je sais pas comment ils étaient, des 1000 ou 2000 milles derrière. Et à un moment, ils sont revenus à 400 000, un truc comme ça. Donc ça a toujours bloqué pour le leader de notre groupe. Et c'est sûr que ouais, stratégiquement, c'est pas simple à gérer. Ouais. Jérémy, on a une question aussi via les journalistes qui nous suivent sur Zoom. Jérémy, tu étais à la tête du groupe des Bandidos, comme l'évoquait Xavier Macaire, l'un des experts du Vendée Live. Comment as-tu su faire la différence et être en tête de ce petit groupe avec cette belle 4e place ? Voilà, c'est les années de Figaro qui parlent. Alors, le truc, je ne suis pas le seul figariste dans le groupe. Il y avait quasiment que ça, avec Paul et Nico Lundven, surtout, qui en a gagné 2. Déjà, il faut arriver à se mettre en mode un peu animal et contact et jamais rien lâcher, pas laisser 1 mètre en fait. Quand on était dans la même trajectoire avec Nico, on se laissait pas 1 mètre en fait quoi. Et donc faut accepter cette intensité. Et après ça te permet juste de rester juste à l'étal en tête du groupe, parce que comme je disais, les conditions météo n'ont jamais permis de réussir à s'échapper. Mais par contre, il faut garder à l'esprit que si jamais tu as l'occasion, il va falloir réussir à tenter sa chance. Et c'est ce que j'ai réussi à faire là sur la dernière dépression. Donc, ce qui m'a permis de réussir à sortir en tête, là, c'est vraiment la gestion de la dernière DEP, d'accepter d'aller dans le vent un peu plus fort au portant, d'y rester le plus longtemps possible et j'ai réussi à m'enfiler dans son est. Et voilà, c'était un peu engagé. Mais voilà, ça valait le coup parce que c'est quand même si 4 c'est pas mon chiffre fétiche, voilà, c'est en tête de ce groupe-là qui était un groupe quand même sacrément relevé. D'autres questions peut-être dans la salle pour les journalistes ou peut-être sur Zoom pour ceux qui nous suivent. Oui. Alors, je vois des mains se lever à l'arrière. Pour le public, sachez qu'il s'agit d'une conférence de presse. Par conséquent, ce sont les journalistes qui sont invités à poser des questions. Et vous aurez tout le loisir de poser des questions ce soir à 18h30 pour un autre temps fort au VNB. Il faut la carte de presse. François Schlotterer pour Nefsi. Juste, est-ce que tu peux nous parler de cette grande diagonale du Brésil à l'Afrique du Sud ? Visiblement, il y a des écarts qui se sont faits à ce moment-là. Ça a été un rythme assez fou, avec pas mal de records de distance en 24 heures. Comment toi tu l'as vécu ? D'abord cette course à la sortie du poteau noir à la dépression brésilienne, il fallait attraper le train très vite, et puis ensuite les 4-5 jours, un rythme très intense. Ouais, moi j'étais pas au mieux physiquement, donc j'ai juste essayé un peu de survivre là quoi. Voilà. J'ai essayé de soigner mon genou, j'arrivais pas à plier la jambe, donc du coup j'étais sous J0, j'ai fait J0, J2. Je pense que par moment ça aurait valu de mettre la voile fractionnée, mais je pouvais pas les manœuvrer. Donc j'arrivais à me mettre à la colonne, à rouler la voile, et c'était à peu près tout ce que je pouvais faire. Je pouvais pas aller sur la plage avant, donc j'ai géré un peu comme ça. Et effectivement les autres étaient plus véloces que moi, donc mais j'avais pas vraiment le choix en fait. Fallait au début c'était un truc anodin, le genou il a un peu gonflé, ça m'était jamais arrivé, donc je me suis dit ça va passer. Et puis après ça a gonflé, et il a fallu le temps que les antibiotiques fassent effet, et après ça allait mieux. Donc voilà, on peut aussi dire que la course elle s'est jouée là, hein, peut-être, hein, que les quelques dizaines de milles que je perds là, sur Charlie notamment, m'empêche d'accrocher le bon wagon sur la DEP dessous. Après c'est des moments assez géniaux quand même, parce que là pour le coup le vent était quand même plutôt stable, contrairement à l'Alizé au retour. Et les bateaux là ils sont fabuleux, la mer est plutôt bien rangée, et là on sait faire des cadences et tomber de records qu'on va encore réussir à tomber, ça c'est sûr quoi. Et là
Là, ces IMOCA, dans ces conditions-là, c'est juste le mieux qu'on puisse faire. Donc pour le coup, c'est génial d'être sur les bateaux à ce moment-là. Jérémy, une question de Ludovic Sorlo qui est avec nous via Zoom. Est-ce que ton système de safran différent des autres a pu faire la différence à certains moments et repartirais-tu avec le même ? Oui, je repartirai avec ça. Oui, ça, je pense que ça, justement, c'est dans les conditions-là dont on parlait dans le front froid atlantique pour descendre vers le sud, où je pense que j'arrivais par moment à faire voler le bateau intégralement, où ça allait très vite, mais où moi physiquement, j'étais pas en capacité de gérer. Donc voilà, c'est là que ça aurait dû aider en fait en termes de vol. Après, ça m'aide bien dans le sud, ça m'aide bien dans le portant fort. Parce que pour le coup, au lieu de pousser, j'arrive un peu à tirer. Et ça me permet d'avoir un cabrage du bateau et un trim du bateau qui est un peu plus intéressant et de moins pitché que la concurrence. Et c'est sûr que quand j'ai échangé avec Sam Goodchild dans la dernière dépression, là, le pauvre, il était sous l'eau. Et moi, j'arrivais à avoir... Alors, c'est la forme de la carène et c'est aussi un petit peu les safrans. C'est la balance générale du bateau. Mais les safrans aident un petit peu dans ces conditions-là aussi. Voilà, c'est pas forcément là qu'on les attend. On les attend plutôt pour faire voler le bateau, on dirait. Mais ça aide aussi à lui garder le cul dans l'eau. Et quand les conditions de vent sont très fortes, c'est quand même assez sécu aussi, quoi. D'autres questions dans la salle, peut-être ? Jérémy, c'est donc ton 3e Vendée Globe que tu bookes. Qu'est-ce que tu retiens de celui-ci et de cette 4e place ? Ça déjà, c'est sûr que mon histoire avec le Vendée Globe avait plutôt mal compensé avec 2 abandons. Mais en tout cas, elle dure cette relation, cette histoire. C'est une relation. Je t'aime moi non plus un petit peu avec cette course-là. Moi, je l'aime, je l'ai toujours adorée et c'est pas cette édition, même si elle est dure en fait. Le mot sort, mais intense aussi, quoi. Et des fois, quand t'es dedans, t'en veux plus, quoi. Tu te dis, encore, quoi. Et il est repassé devant, et il était 1000 milles derrière, et il est 200 000 devant. Et à un moment, tu te dis, c'est pas vrai, quoi. Faut tout recommencer, quoi. C'était un peu l'histoire sans fin. Tu te lèves tous les matins, c'est le même jour qui recommence, quoi. Pendant 2 mois et demi. Donc c'est usant, c'est pas humain, mais c'est tellement satisfaisant une fois que tu arrives à surpasser ça et à t'y remettre, des fois juste en allant dormir 1 heure, juste des fois en appelant à la maison, en ayant ta famille. Ma femme Anne-Sophie m'a énormément soutenu là-dessus. Elle était avec moi au quotidien. J'essayais d'être un peu avec elle, même si je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais ce soutien-là, cette énergie que tu vas prendre à terre avec tes enfants, avec ton épouse, elle t'aide à repartir. Et puis du coup, ça reste dur, mais ça n'est plus que dur, en fait. Ça devient un challenge qu'il faut réussir à surmonter. Et quand tu arrives à le surmonter, c'est tout petit challenge, et il y en a eu 1000 pendant la course, c'est hyper satisfaisant. Et c'est tout l'essence de cette course-là, en fait, d'arriver tout seul avec les moyens que tu as. Alors, pas vraiment tout seul, parce qu'il y a de l'énergie qui vient de terre, mais arriver à surmonter ça. Et c'est vraiment cette course-là. Et on va vers ça de toute façon. Devant, ça va être de plus en plus serré, et c'est ça qui est génial, qu'une course planétaire, quoi. Et l'aventure, elle vient de là. L'aventure, elle vient de la confrontation, et devant, derrière même. Je vois les commentaires de ceux qui sont derrière. Dans les commentaires, il y a l'aventure que les gars vivent, l'aventure humaine, les paysages, les animaux, la technique, les casses. Mais il y a aussi, je suis plus 32e, je suis 31e, en fait. Et il y a la course à tous les étages, et c'est ça qui est génial. C'est une course planétaire, quoi. Effectivement, et tu as raison de le rappeler. C'est ça aussi la magie du Vendée Globe. Elle a encore une question venant de Zoom, de Ludovic Sorlo toujours. C'est quoi pour la suite pour toi, en effet, une aventure, une histoire d'amour qui dure, qui fait mal parfois, qui offre aussi du bonheur? Alors est-ce que c'est une histoire qui va continuer, Jérémy? Là on va je vais retrouver ma famille, je vais manger, je vais me reposer, prendre des vacances, et le bateau va être récupéré par l'équipe technique, que je remercie d'avoir
d'avoir préparé ce bateau et de m'avoir fait un si beau bateau et de m'avoir soutenu pendant la course aussi et de m'avoir aidé à régler les problèmes que j'avais à bord en m'envoyant des petites astuces. Ils vont s'occuper du bateau et puis l'année prochaine, on a une saison à la fois équipage et double. Et ça va faire du bien d'avoir du monde à bord. Et voilà, et Charal, c'est un super bateau que je vais avoir la chance. Le programme pour l'instant, c'est que j'ai la chance d'être le skipper de ce bateau-là et de l'exploiter jusqu'à la Route du Rhum en 2026. Et voilà, on a plein de temps d'ici là pour discuter de la suite, essayer de faire les choses bien et continuer. On va continuer d'avoir la volonté de faire les choses bien et de naviguer bien et voilà, et le Vendée Globe, c'est dans 4 ans. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Autant la dernière fois, je l'avais et j'étais déjà dans la dynamique suivante. Aujourd'hui, je crois que j'ai besoin de prendre un peu de repos avant de vous donner ma réponse. Et on va te laisser du repos, effectivement, profiter aussi de ta famille. Merci Jérémy d'avoir été avec nous pour cette conférence de presse.